un homme de lettres. Je dirais plutôt un homme de mots, c'est-à-dire je me sers essentiellement des mots dans l'écriture, des mots dans la communication, dans le théâtre, dans le journalisme. Disons que je tricote des discours des différentes natures et des différents types de communication avec les mots. Je me définis par des choses qui me sont très vite étrangères, c'est-à-dire ce que j'écris. Et ce que j'écris, c'est des livres, des articles ou des pièces de théâtre. Cette familiarité avec l'écrivain comme un homme ou une femme comme les autres est une originalité de mon parcours que je reconnais volontiers. Je ne me suis pas approché de la littérature en étant intimidé par elle, pas du tout. Je la trouvais familière, presque naturelle, comme une respiration. D'autre part, comme mon père était peintre et que j'avais beaucoup d'admiration pour son métier, je n'avais aucune intention d'essayer de rivaliser avec lui. Je ne voulais pas m'inscrire dans une généalogie, comme il y a des généalogies de musiciens ou des généalogies de peintres ou d'écrivains aussi. Il fallait que je trouve une autre voie. Mais mon père m'avait quand même ouvert la voie dans la mesure où il n'était pas écrivain, mais il fréquentait des écrivains. Donc là, il y a certainement une expérience qui s'est vécue très jeune, aux alentours de 10 ans, et qui a été tout à fait déterminante. À partir de là, j'ai commencé à écrire pour mon propre compte, à m'inspirer des lectures que je faisais, et c'était essentiellement la littérature de la jeunesse, et nous avons en Belgique énormément d'artistes qui se sont beaucoup concentrés sur la littérature et sur la bande dessinée destinée au jeune public. Et moi, mon idole était un romancier qui écrivait des romans d'aventure et qui s'appelait Henri Verne. Son personnage, c'était Bob Moran. Donc les premiers romans que j'ai écrits ne comptaient pas 150 pages comme ceux de Bob Moran, c'était des réductions de 10-15 pages, mais c'était des romans d'aventure sur le modèle de Bob Moran. Et puis j'ai rencontré la littérature avec un grand L. Celle-là, on la rencontre à l'école, pour le meilleur et pour le pire. Elle a eu dans un premier temps chez moi un effet d'intimidation. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve devant des modèles ou des géants, je ne sais pas moi, comme Victor Hugo ou Voltaire en culture française, on n'a pas tout de suite le front d'essayer de rivaliser avec des personnages pareils. Et c'est ce que j'ai longtemps reproché d'ailleurs aux études pour les écrivains. Je crois que la meilleure école pour un écrivain, c'est la vie, c'est la rue, c'est l'aventure, c'est la fréquentation des autres. Un jour, quelqu'un me disait, elle avait lu des nouvelles, je crois, elle disait « Ah, c'est vraiment comme ça la vie. » Ah, j'ai dit « C'est gagné. » Si c'est ça qu'elle ressent, c'est que c'est gagné. Parce que toutes les vies méritent d'être élucidées, tu vois. Et pas seulement, justement, les vies des gens illustres. Celui qui m'a le plus apporté et celui qui a déclenché chez moi le désir réel de prendre les choses en main et d'écrire pour mon propre compte est un auteur autrichien qui s'appelle Arthur Schnitzler. Schnitzler m'a tout de suite profondément concerné. Je n'oublierai jamais ce soir, j'étais en séjour d'études à Munich, où dans un cinéma de Munich, j'ai vu le film que Max Ophuls a fait d'après La Ronde de Schnitzler, Der Reigen. Et je pense que cette soirée-là, j'avais à ce moment-là 17 ans, je me suis dit, tiens, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie d'écrire des choses comme ça. Et ça s'est traduit, c'est le cas de le dire,
par le fait que, par exemple, mon premier roman, qui s'appelle La Grande Roue, est une transposition dans le champ du romanesque de cette pièce de Schnitzler qui me fascinait, qui est donc le Reigen, la ronde. Et je dois dire que je me sens beaucoup plus contemporain de certains auteurs anciens, mais que j'ai abondamment fréquentés, que de beaucoup d'auteurs qui sont mes véritables contemporains, ou qui sont même très proches de moi, parce que, étant à la fois écrivain, journaliste, chroniqueur, j'ai rencontré par exemple tous les écrivains de mon pays, et je suis devenu proche de beaucoup d'entre eux. Ça vaut aussi pour des écrivains étrangers importants. Quelqu'un avec qui j'ai toujours eu des contacts extrêmement sympathiques, par exemple, c'est Umberto Eco, pour donner qu'un exemple. Donc, tout cela fait de mon univers vital, je dirais, une sorte de bain de culture qui, évidemment, finit par déboucher sur une écriture personnelle. Mais une écriture personnelle très exigeante. Je suis l'auteur de 5 ou 6 pièces, de 3 romans, d'une 50aine de nouvelles et de 2 biographies, ce qui est à la fois beaucoup et peu de choses. On ne m'a jamais fait écrire quelque chose que je n'avais pas profondément envie d'écrire, par exemple. Je peux difficilement écrire de la littérature sur commande. Et ça, c'est certainement parce que j'ai fait du journalisme et que le journaliste ne travaille que sur commande. Donc la littérature, pour lui, est une manière d'y échapper. Vous voyez là un peu le système dans lequel je m'inscris, mais qui ne dit pas encore l'essentiel. L'essentiel dans une œuvre, c'est ce qu'elle dit sur le réel. C'est ce qu'elle dit sur la vie, c'est ce qu'elle dit sur notre condition. Et là, on entre on est dans un autre niveau de tentative de s'élucider soi-même qui n'est pas le plus facile. Pourquoi écrit-on? Quelqu'un a répondu que c'était Beckett, je pense, il a dit « parce qu'on est bon qu'à ça ». Moi, je crois qu'on écrit d'une part parce qu'on est un menteur et qu'on adore raconter des histoires. Donc dire des choses qui ne sont pas vraies, mais qui donnent l'impression aux autres qu'elles sont réelles. Donc on fait une sorte de travail de ce qu'on appelle le make-believe. L'autre aspect des choses, c'est que nous sommes tous dans la vie devant une énigme et qu'on n'arrête pas de s'interroger sur le sens de l'énigme. L'utilisation des mots est un des instruments qui permettent de clarifier cela autant que possible, d'abord pour soi-même et peut-être pour les autres. Et je pense qu'un écrivain qui prouve sa raison d'être, c'est celui qui aide encore plus les autres que soi-même à voir clair dans l'énigme même de ce qu'est la vie. C'est un peu toujours la question de l'œuf et de la poule. Si je me demande pourquoi je suis animé par cette espèce d'urgence d'écrire, et que je ressens ça depuis très longtemps, puisque j'ai commencé, dès que j'ai su tenir un crayon en main, j'ai commencé à raconter des histoires. Le premier drame que j'ai vécu, c'est celui de la disparition d'un chien, par exemple. Et mon chagrin du départ de ce chien a engendré mon premier texte. Je devais avoir entre 6 et 7 ans, à peu près. Donc il y a là quelque chose de spontané. L'autre point, néanmoins, c'est que je suis fils d'un artiste peintre qui était portraitiste par sa spécialité et qui a peint pendant sa carrière au moins une 50aine de portraits d'écrivains. Ça signifiait que ces écrivains venaient poser dans son atelier
La plupart de ces écrivains étaient flamands. Il faut que je précise que je suis un Belge d'origine flamande s'exprimant en français, notamment, mais d'abord en français comme écrivain. Et j'ai donc, très enfant, très petit, eu le sentiment que les écrivains n'étaient pas des gens intouchables, que ce n'étaient pas des gens insaisissables, que c'était des êtres humains comme les autres, qui faisaient ce métier d'écrivain. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours paru évident, c'est que écrire, c'est un métier. Mais comme d'autres arts sont des métiers, et même des artisanats. Je voyais mon père peindre, il aurait fait des décorations florales, il aurait été décorateur, c'était pareil. On ne travaillait pas dans le génie, on travaillait dans la compétence, dans l'excellence, dans la sévérité et dans la connaissance aussi de ceux qui nous ont précédés. Je pense qu'on ne se veut pas écrivain, on constate qu'on l'est. Il y a un moment qui peut être très précoce dans la vie, où simplement le fait d'écrire des mots sur du papier et puis de se relire donne une impression, pas vraiment de plénitude, mais de plaisir et peut-être même de bonheur. C'est ça qui produit chez l'écrivain l'intuition qu'il est sur la voie qui sera la sienne. Ça ne veut pas dire qu'il va se percevoir, encore que ça puisse arriver, comme un génie, tout le monde n'est pas Rimbaud, mais ce qui est le vrai critère, c'est le fait de se sentir mieux quand on a écrit ces quelques lignes que si on ne les avait pas écrites. À partir de là, ce qui est important, c'est de préserver cela, préserver cette grâce, préserver ce moment à la fois immense et innocent. C'est-à-dire ne pas se laisser à ce moment-là tenter par d'autres qui vont se précipiter là-dessus en se disant que ça fera leur aventure à eux plutôt que celle de l'écrivain. C'est une condition solitaire, fondamentalement, la littérature. Le paradoxe, c'est qu'on a écrit tant de vies d'écrivains, alors que, sauf pour les écrivains aventuriers, et il n'y a pas de vie d'écrivain très spectaculaire. Ce sont des gens qui sont l'essentiel de leur temps assis à une table en train de gratter du papier. Et pourtant, on raconte leur vie. On raconte leur vie parce qu'on a envie de savoir ce qui, par rapport à la normale, disons, leur a instillé ce don, ce comportement-là. Il est toujours mystérieux, il peut s'expliquer partiellement par des phénomènes anecdotiques, comme celui de la fréquentation assidue qu'avait mon père d'écrivain, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est l'étincelle qui se produit, qui fait la même chose lorsqu'un enfant se trouve voir confier un tambour ou une trompette et se met à faire de la musique. À partir de là où on le fait toute sa vie pour son plaisir, où on en fait sa raison d'être. Et l'écrivain se distingue de tous ceux qui noircissent du papier, et Dieu sait s'il y en a, par le fait que c'est sa véritable raison d'être. Un écrivain est quelqu'un qui, pour moi, se situe dans plusieurs espaces-temps à la fois. S'il est lu de son vivant, c'est très bien, c'est même souhaitable. Mais la littérature a ceci de particulier, surtout quand on a écrit aussi du journalisme, c'est que la littérature s'inscrit dans la longue durée. Le journalisme, et Dieu sait si j'ai écrit des milliers d'articles dans ma vie, ce sont des textes qui sont appelés à être lus le lendemain, ou la semaine d'après, ou peut-être par hasard un peu plus tard. La littérature, pour moi, c'est plutôt des bouteilles à la mer, c'est-à-dire qu'on lance des textes, des livres,
et puis on les laisse vivre leur vie. Et souvent, les livres connaissent un destin qu'on n'a pas soi-même pu pronostiquer. Et je préfère, moi, partir de cette idée du pari, c'est-à-dire de l'impossibilité de dire à qui je destine ces livres que de viser un public précis. Je souligne cela, que la distinction entre la littérature éphémère et la littérature appelée peut-être à durée se ressent plus particulièrement quand on a fait comme moi, ou qu'on continue à faire comme moi, ces deux métiers de journaliste et d'écrivain. Or, moi, par malheur, par bonheur, je me suis retrouvé dans cette fréquentation assidue des écrivains. Parce que, faisant des études d'histoire de lettres, écrivant un mémoire de fin d'études sur un écrivain très important en Belgique, qui était un écrivain flamand en l'occurrence, qui s'appelle Hugo Claus, j'ai été véritablement débauché par le journalisme littéraire. Et on m'a fait écrire sur les livres des autres, ce que j'ai fait pendant 40 ans. Non seulement en écrivant sur les livres, mais aussi, et ça a été très important évidemment, en rencontrant ces écrivains. Les interviews d'écrivains, comme celle à laquelle je me prête maintenant, mais du point de vue, du côté de l'interviewé et pas de l'intervieweur, j'en ai fait énormément, aussi bien en journalisme qu'en radio ou en télévision. Et je dirais que cette fréquentation est à la fois la meilleure et la pire des choses. D'une part, parce qu'on est familiarisé avec cette réalité de la littérature, on s'y trouve de plus en plus, bien sûr, chez soi, mais de l'autre côté, on la fréquente dans son actualité, c'est-à-dire dans cette espèce de confusion entre des livres ou des œuvres de niveaux très différents, et cela peut entraîner peut-être une espèce d'excès de mansuétude, d'excès de tolérance à l'égard de ce qui n'est pas vraiment la référence vers laquelle un écrivain se tourne. C'est pour ça que j'ai toujours veillé à être relativement pas sceptique, mais réservé devant ce dont je devais rendre compte en tant que journaliste, en gardant bien en point de mire ce que sont les grandes références littéraires. Et je m'y suis énormément consacré par un travail très intense de traduction. Je n'ai traduit que du théâtre, je n'ai jamais traduit autre chose que des pièces de théâtre, mais la traduction m'a amené à traduire des géants de la littérature. Que ce soit de l'anglais, j'ai traduit tout simplement Shakespeare, ou Marlowe,
En allemand, j'ai traduit Goethe, j'ai traduit Kleist, j'ai traduit Brecht. En néerlandais, j'ai traduit Hugo Claus, dont je parlais tout à l'heure. Et la fréquentation extrêmement proche de très grands auteurs est quelque chose de formidablement instructif, je dirais. En travaillant sur des pièces de Shakespeare comme Hamlet, comme Richard III, comme Antoine et Cléopâtre, comme Jules César, qui sont les 4 pièces que j'ai traduites, on arrive à une espèce de transe qui me donnait une impression étrange quelquefois. C'est que j'arrivais à terminer mes phrases avant d'avoir lu la phrase de Shakespeare. C'est-à-dire qu'on entre dans la logique de l'auteur auquel on se consacre au point de s'y identifier. La particularité, quand on est belge, c'est que si on cite nos grands personnages, nos classiques, nous citons des gens qui ont pratiqué des genres de très large diffusion. Que ce soit la chanson avec Jacques Brel, que ce soit le roman populaire et particulièrement policier avec Georges Simenon, que ce soit la bande dessinée, ou alors il y a une pléthore incroyable de créateurs qui font de l'école belge de la bande dessinée, sans doute par rapport à la grandeur du territoire et le nombre d'habitants, le pays le plus dense de créateurs en bande dessinée, certainement européen, mais peut-être aussi à un niveau plus international. Ça nous amène à avoir une conception de la littérature beaucoup moins aristocratique qu'on ne peut l'avoir que dans d'autres pays, et en particulier la France. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Brel. Je n'ai jamais eu le bonheur de rencontrer Simenon, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai rencontré Hergé. J'ai suivi aussi, comme journaliste, le développement du cinéma en Belgique en particulier, depuis André Delvaux, qui a été d'ailleurs un de mes maîtres. Cette familiarité avec ce qu'on pourrait appeler la mythologie familière est quelque chose qui, je crois, nous a préservé en Belgique d'une espèce de littérature collet-montée qui se pratique beaucoup en France, et en tout cas cette littérature en France qui se donne pour la vraie littérature, alors que nous partons de l'idée qu'il n'y a pas de petite et grande littérature. Il y a de la bonne et de la mauvaise, et dans tous les genres. Ça nous amène aussi à un autre type d'exigence que celle dont je parlais tout à l'heure. L'exigence dont je parlais, c'est la fréquentation des génies, qui évidemment à la fois vous donne des complexes, mais vous incite à essayer de vous dépasser. Mais c'est aussi l'intérêt que l'on porte à la littérature de large diffusion, c'est-à-dire avoir toujours le souci du public, le souci du lecteur, le souci de le rencontrer. Et chez moi, la rencontre avec le lecteur, ce n'est pas une rencontre dans un salon du livre ou dans un café. C'est dans la lecture même du livre. C'est toujours cette sensation que ce dont les gens ont besoin, c'est qu'on les objective à certains moments, c'est qu'on les profile, c'est qu'ils se reconnaissent dans quelque chose d'autre que leur miroir. C'est-à-dire un regard qui est un regard qui se porte vraiment vers eux, qui essaye de les élucider
et qui par conséquent les aide à se comprendre eux-mêmes. La grande affaire de nos jours, évidemment, c'est la connaissance de soi. Elle est devenue beaucoup plus délicate et difficile dans nos sociétés et nos civilisations par tout un effet, évidemment, de désenchantement, comme on a dit, de remise en question, d'exploitation et d'interprétation convenue du monde. Chacun est face à son propre mystère. Et c'est là que l'art, et en particulier, je crois, la littérature, a quelque chose à dire. Être un écrivain belge est à la fois un désavantage, parce qu'on n'est pas, en tout cas comme francophone, près de la Mecque, Paris, mais cette marginalité nous rapproche de différentes littératures, ne fût-ce qu'en Europe, dont nous nous sentons très proches, en fait. Et personnellement, je me sens très proche de la littérature irlandaise, de la littérature autrichienne, comme j'ai dit tout à l'heure, de la littérature portugaise, par exemple. Il y a là une similitude dans le voisinage, dans le fait d'être un peu comme des espèces de pays limitrophes qui se permettent, parce qu'ils sont des satellites, d'avoir un regard plus détaché, moins officiel de l'art et de la littérature en général.
mon activité, c'est d'être secrétaire dit perpétuel. Perpétuel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reste en poste d'année en année jusqu'à ce qu'il arrive à la limite d'âge. Donc dit perpétuel de l'Académie de langue et littérature française de Belgique. C'est une mission, c'est une activité que je fais avec beaucoup de goût et je dirais même de l'enthousiasme. Et je pense qu'elle a une raison d'être, c'était d'aujourd'hui. Cette académie, elle a un ancêtre. Elle a un ancêtre qui date, lui, du XVIIe siècle, qui a été mis en place par Richelieu et qui avait, donc l'Académie française, pour ne pas la nommer, pour mission principale d'établir la langue française. La France est un très vaste pays avec énormément de régions, beaucoup de parlers, et la France, on peut le déplorer d'ailleurs, a été très soucieuse depuis longtemps d'un centralisme, donc d'un centralisme administratif et d'un centralisme culturel, et que cela supposait que tout le monde parlât la même langue, en l'occurrence le français officiel. Pour établir ce français officiel, on a réuni des linguistes, même si on n'appelait pas ça des linguistes à l'époque, c'était plus des grammairiens et des littéraires. Et une des grandes missions de l'Académie française, par exemple, c'est d'établir en permanence une espèce de dictionnaire de la langue française. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui concrètement. Les grands dictionnaires français sont faits par d'autres gens que l'Académie. Mais l'institution est demeurée. Et le souci s'est fait aussi alors dans d'autres pays de faire pareil. En Belgique, évidemment, dans un esprit à la fois typique de ce pays, d'institutionnalisation d'un pays qui a beaucoup douté de sa légitimité, qui continue aux yeux de certains d'être considéré comme un hasard de l'histoire. En plus, qui est un pays complexe, où il y a principalement deux cultures qui coexistent, il s'agissait aussi de définir quelque chose de culturel qui soit qui répondent à certaines questions. Et ça a donné les académies, puisqu'il faut quand même reconnaître la diversité culturelle du pays, dans les deux langues principales nationales. Le paradoxe, c'est que je suis membre des deux académies de lettres, par exemple, en tant qu'écrivain à l'Académie de langue française, en tant que néerlandiste, c'est-à-dire spécialiste de la langue néerlandaise et de l'histoire des lettres néerlandaises à l'Académie flamande. Donc on peut cumuler. Elle produit d'abord des activités propres, c'est-à-dire sous forme de rencontres régulières des académiciens, qui au cours de ces rencontres présentent des résultats de leurs travaux. Depuis peu, et ça a été mon initiative, tout cela est consultable sur un site. Elle organise des événements majeurs de la vie académique et littéraire, la remise de prix, l'élection de nouveaux membres qui, chez nous, correspond à un rituel dont un certain public est très friand. On se prépare maintenant, par exemple, à accueillir à l'Académie une écrivaine de langue française notoire qui est Amélie Nothomb. Elle va succéder à un autre écrivain belge très connu par sa connaissance extraordinaire de la Chine, qui est Simon Leys. Eh bien, cette séance est attendue avec tellement de curiosité que même la reine a déjà annoncé qu'elle y serait.
Il y a alors tout un travail d'édition que nous faisons, qui consiste en deux choses. D'une part, à remettre en circulation des œuvres d'écrivains belges importants qui ne se trouveraient plus aujourd'hui disponibles. Nous rééditons, en d'autres termes, des livres, en les accompagnant alors de tout un appareil d'information, de recherche, d'analyse. Nous publions beaucoup d'essais aussi, et des essais alors qui portent non seulement sur les lettres, mais sur la langue. Parce que l'Académie de Belgique, et c'est reconnu dans toute la francophonie, est celle qui pousse le plus loin, non pas l'analyse du lexique, comme on le fait à Paris, mais l'analyse de la grammaire. Il y a un phénomène très particulièrement belge qui fait que tout le monde reconnaît, même en France, que les grammairiens les plus compétents sur la langue française sont belges. Ça a été Grévis, c'est encore aujourd'hui Villemet, entre les deux c'est Hans, c'est Gauss. C'est une particularité qui s'explique, à mon sens, par le fait que le belge, sur le plan linguistique, que ce soit en français ou en néerlandais, a toujours un peu le sentiment d'insuffisance. Il croit qu'il ne connaît pas aussi bien le français que les Français, donc il veut prouver qu'il le connaît mieux, c'est-à-dire c'est une espèce d'hypercorrectisme. Quand les néerlandophones organisent des grands concours de virtuosité en matière de grammaire et de vocabulaire, eh bien ce sont toujours les Flamands qui gagnent contre les Hollandais. C'est exactement le même type de complexe qui se trouve alors à la base d'une excellence, d'une performance et, en fin de compte, d'une autorité. L'organisation de tout cela, c'est quand même un travail. Et ce travail, je dois dire que je n'avais jamais imaginé qu'un jour ça me serait confié, mais j'aime assez bien, je m'y plais bien. Je suis incapable de faire quelque chose qui m'apparaisse comme une corvée. Eh bien, si je fais ceci, c'est que c'est vraiment pas une corvée. L'Académie, les académies en général, font souvent l'objet de plaisanteries, et elles sont d'ailleurs amusantes. Elles partent toujours de cette idée que ce seraient des institutions anciennes, un peu désuètes, et peut-être pas éternelles. Mais rien n'est éternel dans notre monde. Mais en même temps, j'ai le sentiment aujourd'hui, et c'est une impression dont je suis le témoin parce que je suis bien placé pour le ressentir, et que nous suscitons une sympathie, une attente, et je dirais même une espérance. Je pense que les grands bouleversements de la communication qui se sont produits en très peu de temps, en fait, dans les derniers quarts de siècle, je dirais, a eu des effets secondaires qui ont notamment porté, par exemple, sur un appauvrissement du langage, sur une réduction de la réflexion, sur un excès de superficialité dans l'abord de beaucoup de choses, et même des choses tout à fait prioritaires, qui ont pour effet que le public sent, sans en être tout à fait certain et conscient, qu'il y a des lieux de résistance d'un côté, de conservation de l'autre. La notion de conservation me semble aujourd'hui reprendre une noblesse qu'elle avait perdue depuis longtemps. Avant, on avait le sentiment qu'il y avait d'un côté les conservateurs et de l'autre les progressistes. Il y a de plus en plus de doutes sur la validité du progrès. Le progrès technique impressionne, angoisse même aujourd'hui. Le risque énorme du remplacement de l'humain par le robot, qui a été prévu par les écrivains, bien la preuve qu'il faut les lire à temps, les écrivains, parce qu'ils ont cette intuition qui fait qu'ils projettent dans le futur, c'est toute la dignité de la littérature de science-fiction. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui a été raconté dans des livres de fiction. Je citerai un seul écrivain, par exemple, mais qui est
l'écrivain de référence du monde d'aujourd'hui, qui est Philippe Cadic. Donc, attention, la littérature, elle sert aussi à ça, à se projeter dans le monde du futur et à en identifier les dangers à temps. Il y a un certain nombre de dangers que l'on rencontre maintenant, notamment, je parlerai de la question de la défense et de la protection de la vie privée, eh bien, qu'on aurait pu anticiper si on s'en était plus et mieux rendu compte au moment où la chose n'était pas encore aussi fatidique. Le rôle de la littérature, on le ressent peut-être en creux maintenant. On le ressent par un sentiment de vide, de frustration, et qui se trouve brusquement comblé lorsque un lecteur, quelque part, tombe sur un texte, dans un livre, dans un journal, sur un écran, et ce texte, brusquement, lui ouvre une perspective, une fenêtre, et par laquelle il pense qu'il lui serait possible de sortir de sa propre détresse. La littérature qui ne sert pas à ça, à mon avis, ne sert pas à grand-chose. Et les académies sont là, en partie, pour essayer de déterminer ce qui, dans l'immense masse de ce qui se produit, peut être porteur de ce que je viens de dire. Ça signifie, et ça c'est fondamental pour moi, que l'académie n'est pas un lieu raide, rigide, fermé. Et je pense que ce qui me motive le plus personnellement dans le fait de me consacrer à cette occupation qui m'absorbe beaucoup, c'est que je crois fermement dans la société actuelle que des institutions comme celle-ci peuvent être non pas des facteurs de passéisme et de recul, mais d'avancée et d'ouverture vers ce qui nous attend. La littérature, je crois que c'est Valéry qui disait que les intellectuels, ce sont les préposés aux choses vagues. La littérature, ça s'occupe de tout et de rien, en fait. Ça parle de tout, ça se permet tout. C'est une espèce de mise en forme, de mise noir sur blanc, de l'imaginaire, évidemment, et aussi de la rêverie, et de ce qui nous accompagne constamment, tant que nous sommes éveillés, mais aussi dans nos rêves, et dont la littérature fait sa matière première. J'ai écrit un roman qui s'appelle Le vent de la baleine, qui commence par le récit d'un rêve que j'ai réellement fait et qu'il m'a suffi de raconter dans le détail, sans y changer quoi que ce soit. C'est comme un chapitre de livre qui m'était donné. Et je pense que c'est normal, c'est logique. C'est la singularité de cette activité, de ce métier et de cette vocation. Alors ma mère, elle voulait que je fasse ça je lui en veux à ma mère, parce qu'elle voulait que je fasse du piano, parce qu'elle jouait du piano, et alors elle m'a forcé à aller à l'école de musique à l'âge de 6 ans, et j'ai refusé. J'ai commencé et j'ai refusé. Elle a été maladroite, elle aurait dû laisser se passer la même chose qu'en littérature, c'est-à-dire que ça surgisse, parce que moi c'est mon plus grand regret. Moi j'aurais voulu être pianiste jazz. J'aurais voulu être Errol Garner. Voilà.